partie avec la cathédrale de Lyon, les problèmes de stabilité. C'est des problèmes de stabilité qui peuvent apparaître relativement mineurs, mais qui sont intéressants parce qu'ils sont liés à la fois à l'histoire du site et aussi à l'histoire de la construction, dans ce sens où nous avons un édifice qui va adopter assez tôt le style gothique dans la région, vers la fin du XIIe siècle, après une très riche période que l'on peut qualifier de renaissance du XIIe, donc un changement absolument radical dans la construction et dans l'esthétique, et dans la mesure où ces gens n'avaient visiblement pas non plus les connaissances techniques nécessaires pour arriver à réaliser le projet qui était le leur. Donc on a toutes sortes de tâtonnements qui sont extrêmement intéressants, même si ça n'est pas forcément spectaculaire dans la mesure où les accidents sont relativement légers. Donc cette question du rapport entre le site, la construction et la transmission d'un savoir, c'est quelque chose qui apparaît à deux endroits précis. D'un côté, dans l'abside, enfin plutôt dans le sanctuaire, l'abside et le chœur, et d'un autre côté, dans la nef. Il faut prendre les éléments les uns après les autres. Le premier point concerne la reconstruction de la cathédrale au XIIe, dans le site qui est le sien, à savoir le quartier canonial que vous avez ici sous les yeux. La cathédrale est située au milieu du quartier canonial avec un petit bout de cloître. À côté, Saint-Étienne, ancien baptistère, et Sainte-Croix, une église qui est attestée dès le 8e siècle. Cet ensemble est situé en bord de Saône, ça c'est important. La rivière passe actuellement le long du palais épiscopal. Dans l'Antiquité, elle passait beaucoup plus près, mais je vais vous le montrer. Le site lui-même est attesté archéologiquement dès le IVe, avec un baptistère et une cuve baptismale que Jean-François Reynaud a daté à juste titre du IVe. La cathédrale est attestée au moins au Ve siècle, peut-être au IVe, mais là, il nous manque des données archéologiques, malheureusement. On a heureusement de très beaux textes du Ve siècle qui décrivent clairement la cathédrale. Le baptistère qui devient l'église Saint-Étienne, sans doute ici la deuxième cathédrale, la cathédrale nord, et ici une salle de réception, sans doute épiscopale, qui va devenir Sainte-Croix. Cette cathédrale est reconstruite à la fin du XIIe, disons à partir des années 1175, par Guichard de Pontigny, qui est un cistercien qui est revenu maître de l'ordre, dans un chapitre qui ressemble un peu à ce qui est actuellement sur la scène politique française, c'est-à-dire un désordre assez épouvantable et à peu près n'importe quoi. Évidemment, les chanoines n'ont pas beaucoup aimé. La cathédrale Guichard de Pontigny avait la possibilité de reconstruire, tout le moins d'allonger la cathédrale du côté de l'ouest, puisque nous avons devant la cathédrale une place, la place Saint-Jean, qui est libre au pied de la colline de Fourvière, mais cet espace n'a pas été utilisé. Je pense que les chanoines, c'était une guerre ouverte, c'était terrible, les chanoines ont dû vouloir faire payer cher à Guichard de Pontigny et lui interdire d'utiliser l'ancien atrium qui est attesté dans les textes et dont on a sans doute retrouvé quelques éléments archéologiques. Donc il a été obligé de repousser le sanctuaire de la cathédrale du côté de la Saône. C'est un problème majeur dans la mesure où, du côté de la Saône, les terres qui ont été accumulées par la rivière le long d'un mur du IVe, je vous le montrerai, ces terres sont évidemment beaucoup plus instables que le site originel lui-même. Et cette différence de stabilité va causer le fameux accident que je date des années 1220-1230 pour des raisons de stylistique. Voilà le site au milieu du XVIe siècle, d'après le plan scénographique dit de 1550, aux environs de 1550, vous voyez que la cathédrale s'est trouvée éloignée de la rivière de peu, de très peu, par la rue des Estrées, mais la rivière, évidemment, est toujours capable de déborder et d'aller noyer une partie du quartier canonial. C'est la raison sans doute pour laquelle Guichard de Pontigny a reconstruit sa cathédrale 2 mètres plus haut que le site originel. Donc il l'a mis en quelque sorte hors d'eau. Sur ce plan volontairement à l'envers pour respecter l'orientation du dessin de 1550, donc sur ce plan volontairement à l'envers, je vous ai mis à la fois le plan de la cathédrale actuelle, le plan archéologique de Saint-Étienne et de Sainte-Croix, et ici, ce que vous voyez ici,
ce que Jean-François Reynaud appelle le mur du 4e, qui est sans doute le rempart du futur groupe épiscopal, le rempart construit à la fin de l'Antiquité tardive, un rempart qui était baigné par la Saône. Disons que l'eau de la Saône atteignait le rempart. Jean-François Reynaud a retrouvé dans le sol quelques blocs épars qui étaient là pour protéger les bases du rempart, pour éviter l'affouillement du sol. Ce qui permet, donc j'ai retrouvé moi-même, avec Jean-François d'ailleurs, ce qui était très sympathique, dans cette partie de la cathédrale, qui est la sacristie, une petite sacristie du XVIe, les traces du rempart lui-même, ce qui me permet de définir ce rempart selon cette ligne. En d'autres termes, vous avez dans cette espèce de vert qui disparaît, non, vous l'avez mieux, c'est pas très beau, mais je mettrai du bleu la prochaine fois. Vous avez la partie qui a été gagnée sur la Saône, ce qu'on appelle à Lyon des créments, du latin crescere, croître, c'est la terre qui a été accumulée. Et de l'autre côté, vous avez l'essentiel du site qui est, lui, sur un terrain stable. Ce qui veut dire que la cathédrale repose sur un terrain stable, l'abside et la moitié du chœur, en gros, repose sur un terrain instable qui a été stabilisé par des pieux, très vraisemblablement selon une habitude constante que vous retrouvez partout. Ça n'est pas tout le moins partout dans les terrains humides. Et au milieu, ce qui est très gênant, évidemment, le mur du 4e arasé, mais dont les fondations sont encore dans le sol et qui joue le rôle de bascule. Le sanctuaire va se casser sur ce mur. Alors, c'est ce qui va se passer, là vous êtes dans les restaurations, c'est ce qui va se passer à peu près au niveau des arcades donnant d'un côté dans la chapelle Saint-Pierre et de l'autre côté dans la chapelle Notre-Dame-du-Haudon. En gros, avec une ligne un peu biaise, vous avez dans les années 1220-1230 une rupture des maçonneries qui a été une rupture qui a dû être assez terrible dans la mesure où elle a abouti dans les murs à un arrachement de 50 mm, 5 cm sur des murs de 1,40 m d'épaisseur construits avec des blocs de chouin qui représentent assez couramment 80-100 de long pour 40 de hauteur. Ça représente un travail absolument colossal. Cette rupture s'est produite à intéresser les chapelles, principalement la chapelle Saint-Pierre. Ici, sur ce dessin, vous voyez comment la rupture se développe jusqu'au sommet du mur goutreau de la chapelle nord du chœur, avec passage, bien sûr, par la fenêtre, qui est un lieu privilégié pour que les forces puissent se dissoudre un peu. Tout ceci aboutit dans le triforium, qui est un mur évidemment plus faible, avec, vous voyez, cette rupture en escalier qui continue, je n'ai pas la photo, qui continue dans le clair étage. Donc on a là une chronologie très, très évidente, avec toute cette partie qui est construite dans les années 1175-1185, et le clair étage lui-même, qui est le premier élément gothique de la cathédrale, construit vers la fin du XIIe siècle. Cette rupture est très marquée du côté nord, elle est plus faible du côté sud. En d'autres termes, le sanctuaire s'est brisé en deux sur les vestiges du mur du IVe siècle et il a pivoté sur un axe sud. Ce qui explique que l'arrachement du côté nord a été terrible. Du point de vue de la croisée maintenant, c'est intéressant de voir comment les ruptures vont se développer dans la croisée elle-même. Alors vous voyez moins bien parce que d'abord on n'y voit rien et ensuite... Je ne sais pas si vous pouviez éteindre ou non, ce serait possible, s'il vous plaît, merci. Là, Et ensuite, on a eu les restaurations qui ont tout nettoyé, qui ont réparé tout ça. Mais vous devinez, alors je vais vous le montrer ici, vous devinez une césure en escalier qui est ici, alors faites-moi confiance sinon, qui vient bousculer ici le petit bandeau qui souligne la rose est, hop là, et qui se perd ensuite dans la rose. Il y a un petit décalage, mais vraisemblablement la rose n'était pas en place du tout. En revanche, les ruptures se développent aussi à ce niveau dans le petit triforium de la croisée du transept. La croisée du transept monte plus haut que le sanctuaire est à 24 mètres, la nef est à 32 mètres, et ceci montre que vous avez une rupture qui intéresse la totalité de la croisée du transept. Donc chronologiquement, nous sommes avec cette rose dans les années 1220-1230, donc la rupture a eu lieu alors que l'on travaillait à cette rosace précisément. En revanche, nous avons pu
grâce aux restaurations et en allant bien sûr dans les combles, vérifier que les voûtes n'ont pas été atteintes. C'est-à-dire que les voûtes ont été construites après ou reconstruites. Je ne pense pas, compte tenu de l'absence d'éléments archéologiques, pour identifier une reconstruction. Je pense plutôt que les voûtes ont été construites plus tard. L'édifice a sans doute été mis hors d'eau assez rapidement. Nous avons dans la nef tout un système très visible d'ancrage d'un plancher provisoire qui date sans doute des années 45, au moment du grand concile de Lyon, du premier concile de Lyon en 1245. Mais on n'avait sans doute pas encore voûté, loin de là. Les questions maintenant de stabilité de la nef renvoient à des problèmes de construction et non plus de site. La construction de l'église se fait sur ce qu'on appelle un chantier homotopique, c'est-à-dire un chantier qui se développe sur le site même de la vieille église. Et du coup, vous avez un enchâssement tout à fait classique en poupée russe. La nouvelle église qui est plus grande vient entourer la vieille église qui peut être démolie progressivement, éventuellement conservée sous une forme très transformée, comme c'est le cas à Saint-Paul-de-Lyon. En d'autres termes, la lecture morphospatiale de l'édifice permet de faire apparaître ce qu'on peut appeler l'église fantôme, l'église antérieure, fantôme au sens où on a en chirurgie, vous savez, un membre fantôme. Si vous avez le malheur de perdre un membre, vous pouvez encore ressentir des douleurs dans le membre disparu. Bon. C'est exactement ce qui se passe ici dans la cathédrale. Ce qui est intéressant de voir, c'est comment le chantier s'est développé avec une limite au milieu. On a construit d'abord la moitié haute du vaisseau de la nef et ensuite la moitié inférieure dans un deuxième temps, mais avec une construction assez logique finalement, qui consiste à élever l'édifice par paliers. En d'autres termes, on construit les parties basses sur une grande longueur, le triforium sur une longueur un peu moindre et le clérétage uniquement sur une travée. Et ce qui permet chaque fois de contrebuter les parties hautes par les parties basses, tout simplement par un différentiel de longueur, avec une seule exception. Cette exception, c'est cette rupture entre la partie 13e et la partie 14e, 15e. Le bloc de façade est du 14e, 15e. La voûte de ce bloc de façade a été montée fin 14e, début 15e, avec la voûte sexpartite, qui est le parti conservé, comme Benjamin Mouton nous l'a montré pour Notre-Dame de Paris. On respecte jusqu'au bout le projet originel. Et on le respecte de la fin du XIIe jusqu'au début du XVe. Ça, c'est intéressant et ça rejoint ce que vous disiez très justement. Alors, le problème qui est posé, évidemment, c'est que cette église est relativement tordue. Et vous avez ici une torsion qui s'explique de manière très simple. Lorsque l'on a construit le début, je peux même revenir ici, lorsque l'on a construit le début de la nef, on a mis en place très tôt, les bases de la façade. Et évidemment, pour mettre en place les bases de la façade, on n'avait pas les moyens de viser entre le sanctuaire et la façade. Ce qui fait qu'on a implanté les piles du revers de la façade de manière tout à fait correcte, mais avec un petit décalage vers le nord. Et lorsqu'il a fallu réunir la partie est de la nef avec la façade, eh bien on a été obligé de tordre la cathédrale, tordre la nef pour que ça puisse se rejoindre. C'est quelque chose de très simple. Mais évidemment, ça pose un problème lorsqu'il s'agit de voûter cet édifice avec des ogives. Ça pose un problème de rapport géométrique entre le contrebutement et la forme des travées. C'est les travées qui sont devenues trapézoïdales et non pas rectangulaires, ou tout le moins subcarrées. C'est subtil, c'est léger, mais c'est important. C'est important pourquoi ? C'est important parce que les arcs-boutants qui vont être installés pour contenir les poussées de la nef, de la voûte, sont installés sur les contreforts du mur goutreau des bas-côtés. D'accord ? Ces contreforts du mur goutreau des bas-côtés ont été mis en place très tôt dans le plan du XIIe siècle. Au moins pour les parties orientales, mais sans doute pour une grande partie, ou même la totalité des murs en ce qui concerne les fondations. De ce fait, les contreforts, disons 12e, suivent le mouvement de torsion. Et lorsqu'il faut asseoir les culées des arcs-boutants
sur ces contreforts tordus, eh bien, il va falloir retordre correctement les culées. D'accord ? Pour rétablir une géométrie qui soit une géométrie correcte. Alors voilà le relevé par Guylaine Macébéo, avec qui je travaille depuis les années 90 du XXe siècle, sur toute la cathédrale et notamment sur les parties hautes. Voilà comment se constitue le clérétage de la cathédrale, avec ici le transept, les formules très primitives, les plus primitives, de la travée orientale, qui est vraiment la travée d'essai. C'est là qu'on a essayé d'appliquer à la construction les formules qui ont été mises en place dans le chœur. On a installé dans cette travée des arcs-boutants qui sont la copie des arcs-boutants du chœur, avec cette nuance, évidemment, que le chœur ne monte qu'à 24 mètres, alors que la nef a été surhaussée jusqu'à 32 mètres. Donc il y a un différentiel très important qui joue sur la stabilité. Et ensuite, dans cette évolution qui va, disons, des années peut-être 1240, vraisemblablement pour des raisons historiques, jusqu'au 15e, vous avez des corrections qui sont apportées aux arcs-boutants. Alors ces corrections sont de deux types. Voilà l'arc-boutant de la 4e travée, c'est-à-dire la travée orientale de la nef, avec un arc, ou plutôt deux arcs qui suivent à peu près un cercle. Guylaine Macébéo a bien dessiné ici le cercle correspondant à la construction, ça ne pose absolument aucun problème. Les arcs-boutants sont bien placés par rapport aux forces qui sont exercées sur les maçonneries, apparemment c'est quelque chose qui tient bien, qui ne pose pas de difficulté. Il y a eu ensuite, dans la 3e travée, un essai, je vous le montre par ici, ce sera plus simple, il y a eu un essai de transformation, on a voulu, alors je ne sais pas ce qu'on a voulu faire pour l'instant, mais vous voyez, on a commencé à mettre en place, c'est la ligne bleue, je pense que vous la voyez, un peu comme dans les Vosges, c'est cette ligne bleue qui vous indique le tracé primitif de l'arc, des deux arcs de l'arc-boutant. Ce tracé primitif, on a pu le reconnaître pour une raison simple, c'est que l'arc-boutant l'arc lui-même a été commencé, selon un principe très simple, lorsque vous montez un mur ou lorsque vous montez une culée, vous montez toujours avec le départ de la voûte. Le tas de charge pour les murs, le départ de l'arc pour l'arc-boutant. Et après, vous n'avez qu'à mettre un cintre et continuer de monter les voûtes ou l'arc. Ici, on s'est aperçu que si on continuait à suivre la ligne originelle, on arrivait bien sûr au sommet du mur, ou bien on arrivait à point nommé ici sur la zone qui devait être contrebutée, mais on avait un contremutement qui a été jugé trop faible. Et on a du coup démonté l'arc et on l'a remonté un peu plus bas de manière à offrir une hauteur suffisante pour contrebuter les murs. Ceci s'explique, je pense, pour une raison très simple, mais Benjamin Mouton pourrait mieux le dire que moi, c'est que vous avez affaire à un arc qui est proche du quart de cercle, c'est-à-dire un arc qui est susceptible de se casser facilement. Si on avait eu au contraire un arc qui était pratiquement droit comme à Notre-Dame de Paris, on aurait eu un effet d'étai qui aurait été beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Donc on a corrigé de cette manière les deux arcs. En même temps, et ça c'est concomitant, si vous voulez, je pense à la construction, on a un léger dévers qui est assez visible ici. La ligne rouge, je pense que vous la voyez, oui, la ligne rouge indique, et le fil à plomb tout simplement, indique un léger dévers du mur, c'est très léger, mais un dévers du mur de l'ordre de 3-4 degrés, c'est pas énorme, mais la maçonnerie a bougé, c'est ça qui est important. Cette maçonnerie a bougé parce que les voûtes sexpartites ont été montées avec, je pense, déjà à l'époque, un principe de précaution qui, comme tout principe de précaution, est en partie aberrant, c'est-à-dire qu'on a donné à la voûte une épaisseur absolument colossale de 70 cm. Alors que les voûtes que j'ai pu voir, tout le moins dans les publications, c'est 25-30 cm, Tournai, je crois que c'est 25 ou 20, c'est des voûtes légères. Ici, au contraire, on a des voûtes extrêmement lourdes. C'est fou, c'est énorme.
Donc on a été obligé, enfin il y a eu des opérations de démontage dans la 4e travée au moment de la restauration, parce qu'il y avait des problèmes dans la voûte, mais c'est des épaisseurs absolument colossales. C'est un poids, donc là aussi il faudrait le calculer, mais c'est un poids qui est absolument énorme. Alors c'est vrai que la maçonnerie des parties hautes de la cathédrale est une maçonnerie très puissante, le contrebutement est efficace puisque ça n'a bougé que de 4 degrés, mais le poids à encaisser est absolument colossal. Ce poids encaissé a abouti quand même à des déformations. Tous les arcs doubleaux, ils sont tous du XIIIe. Il n'y a pas d'arc doubleau du XIVe. Lorsqu'on construit une voûte, évidemment, et lorsqu'on construit un mur, on construit toujours au-delà des limites qui sont données par les supports. On n'arrête jamais la construction au milieu d'un support, ça serait aberrant. On n'arrête jamais avant le support. On intègre toujours le support et un petit bout du mur qui concerne le support. Donc les voûtes, c'est pareil, on intègre toujours les doubleaux pour pouvoir continuer après en s'appuyant sur un doubleau. Donc voilà le doubleau qui est entre la 4e travée et la 3e travée au moment de restauration. Vous voyez que du côté nord, l'arc est proprement respecté. Il y a une petite déformation ici, mais qui est un événement très ponctuel qui intéresse uniquement cette travée, qui a été corrigée sans nécessité d'ailleurs. On croyait qu'il y avait vraiment un effondrement de la voûte. En réalité, c'est une espèce de surépaisseur difficile à comprendre. En revanche, ici, vous avez un aplatissement qui est un aplatissement quand même très marqué, qui n'a pas eu de conséquences. La voûte elle-même est relativement bien conservée, mais qui est quand même quelque chose de très marqué. Parallèlement, et ça c'est intéressant, le problème qui est posé par la construction des arcs doubleaux ou des ogives. Les ogives ont été construites selon une géométrie qui est évidemment complexe, puisque au niveau de la 3e ogive, vous avez une largeur à peu près de 12 mètres, alors qu'au niveau des ogives transversales, vous avez une largeur, tout du moins une extension, qui correspond à peu près à 14 mètres. Donc il y a en gros 2 mètres de différentiel. Évidemment, la géométrie des ogives n'est pas la même entre l'ogive centrale et les deux autres. Ceci est corrigé par un système classique qu'on retrouve notamment dans le transept, qui est pourtant couvert de voûtes quadripartites. Il s'agit de commencer les ogives verticalement et ne les courber que relativement tard. En revanche, les arcs doubleaux ont subi des transformations assez impressionnantes. Les arcs doubleaux qui, comme l'ogive centrale, n'ont qu'une ampleur au sol de 12 mètres, ont été construits à l'origine verticalement pour obtenir une courbure assez haut, c'est-à-dire pour avoir un tas de charge qui était un tas de charge assez marqué. Visiblement, cela a posé un problème de stabilité, puisque, outre la correction des arcs boutants à l'extérieur, on a corrigé aussi les arcs doubleaux, comme vous le voyez ici. Alors tout ceci est heureusement réparé aujourd'hui, mais comme vous le voyez ici avec cette zone cimentée correspond tout simplement au démontage du rouleau intérieur de l'arc doubleau et à son remontage selon une courbe et non plus selon une ligne droite. Donc tous les doubleaux du XIIIe ont été traités ainsi, démontés et remontés. Les traces archéologiques sont suffisamment précises dans la médiocrité du travail, c'est-à-dire qu'il a fallu retailler les doubleaux, les casser, les extraire, donc tous les accidents de chantier sont parfaitement visibles, et puis il a fallu ensuite bourrer la maçonnerie avec du tout venant, des déchets et un mortier assez puissant. Voilà quels sont les problèmes de stabilité, vous voyez, qui peuvent paraître minimales, mais qui posent de véritables problèmes, y compris les résultantes de tous ces mouvements qui sont visibles dans la pile, la 2e pile à partir de l'est, c'est-à-dire la 7e pile sud de la cathédrale. Les mouvements de la voûte ont appuyé, et ça correspond exactement à l'arc doubleau que je vous ai montré en photo, qui est très marqué du côté nord, donc qui a poussé du côté sud, ont occasionné une rupture dans les pierres de la colonne qui est du côté du bas-côté, de ce côté-là, et qui ont été complètement fendues depuis sans doute très tôt, et qui ont été aujourd'hui réparées. Mais on a un phénomène de pincement, là aussi, qui est classique. Lorsqu'il y a un mouvement dans les maçonneries, les blocs de pierre
se rejoignent sur leurs arêtes, évidemment, c'est à ce moment-là que les choses cassent. C'est le même principe qu'on a dans la taille de pierre préhistorique, c'est une manière de briser la pierre. Donc voilà, quels sont les problèmes de statique, les problèmes de déséquilibre. Ponctuellement, c'est relativement peu de choses. Du point de vue de l'interprétation, évidemment, c'est l'occasion d'aller revoir l'histoire d'une construction, que ce soit du côté d'éventuels conflits, je pense, réels, dont on sait la réalité entre les chanoines et l'évêque, qui aboutissent à une implantation maladroite sur des terrains frais, ou bien la question de transmission des savoirs. Vous avez vu les tâtonnements dans la construction des arcs-boutants. Je vous remercie.